Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin Recherche. Aujourd'hui, épisode 2 de notre saison 2, qui cherche à faire un lien entre des mots parfaitement amassants, d'un côté, et de l'autre côté, des modules bande-briques que nous pouvons avoir dans certaines algèbres aimables. Donc le but est de faire un lien entre le combinatoire des mots et tout ce qui est autour de la théorie des représentations d'algèbres. Bon, et puis nous avons vu dans un premier épisode ce qu'était un mot parfaitement amassant. On a vu 2-3 choses concernant le monoïde formé par les mots, et puis 2-3 choses qu'on pouvait raconter là-dessus. Et donc aujourd'hui, on va continuer sur cette histoire de combinatoire de mots, et je vais vous présenter ce qu'est la transformation de Gessel-Rothenauer. Alors, pour que l'on puisse apprécier un maximum ce que je vais vous raconter, je vais d'abord repartir des exemples qu'on avait fait dans l'épisode précédent. Donc, W1 c'était 1, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, si j'ai pas fait de bêtises, ouais, ça. Puis W2, c'était 1, 3, voilà, je suis un peu moins sûr, 1, 2, 2, 1. Ok. Alors je vais rappeler comment on calcule la transformée de Burrows-Wheeler d'un mot en le faisant sur le deuxième exemple. Donc si je le fais sur le deuxième exemple, la première chose à faire, c'est de regarder tous les mots dans la classe de conjugaison et puis les ordonner de manière à ce que ce soit comme dans le dictionnaire, donc de manière lexicographique. Alors je rappelle que les mots que je considère sont des mots qui sont dans un certain alphabet, donc avec des lettres dans un certain alphabet ici que je considère fini et totalement ordonné. Donc pour faire simple, les lettres de mes mots sont des entiers de 1 jusqu'à n, donc ici par exemple de 1 jusqu'à 4. Et puis bon, maintenant que j'ai cet ordre-là donné sur les lettres, donc 1 est plus petit que 2, plus petit que 3, plus petit que 4, grâce à cet ordre-là, je peux introduire l'ordre lexicographique, exactement comme vous le pensez, c'est l'ordre du dictionnaire. Et donc, je vais prendre toutes les classes de conjugaison de ce mot et je vais les ordonner, je vais les mettre sous la forme d'un tableau. Donc, le premier, nous avons 1, 1, 3, 1, 2, 2. Ensuite, 1, 2, 2, 1, 1, 3. Ensuite, nous allons avoir 1, 3, 1, 2, 2, 1. Puis, nous allons avoir 2, 1, 1, 3, 1, 2, puis 2, 2, 1, 1, 3, 1, et enfin le dernier, 3, 1, 2, 2, 1, 1. Voilà, donc je mets le résultat sous la forme d'un tableau. La première ligne correspond au premier mot, la dernière ligne correspond au dernier mot dans l'ordre lexicographique, et les colonnes correspondent à la position de chacune des lettres. Donc ça, rien de bien méchant. Et donc, première position, première lettre, et ainsi de suite. Et donc, ce qui va m'intéresser pour calculer la transformée de Burrows-Wheeler, c'est la dernière lettre que j'obtiens, enfin le mot que j'obtiens en lisant les dernières lettres de ce tableau, et ce dans l'ordre croissant, dans l'ordre lexicographique. Et donc, la transformée de Burrows-Wheeler de mon mot W2, ce sera 2, 3, 1, 2, 1, 1. Donc voilà ce qu'est la transformée de Burrows-Wheeler. En quelques mots, Burrows-Wheeler. Ok, alors maintenant, si j'applique cette transformée de Burrows-Wheeler sur ce mot, alors là je vous invite à jeter un coup d'œil à l'épisode 1 si vous voulez revoir les détails du calcul. Là je vais juste balancer le résultat. La transformée de Burrows-Wheeler de ce mot, c'était 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1. Et ce qui est intéressant avec cette transformée, c'est que là, les lettres sont rangées dans l'ordre décroissant, au sens large. D'accord ? Et donc, si un mot admet une transformée de Burrows-Wheeler, dont les lettres sont rangées de gauche à droite, du plus grand au plus petit, bien sûr de manière large, et en plus de ça, si le mot est primitif, qu'est-ce que ça voulait dire primitif ? Ça voulait dire que le mot ne peut pas s'écrire comme puissance d'un autre mot. Donc par exemple, c'est pas 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2 n'est pas primitif, étant donné que 1, 2, 1, 2 s'écrit comme concaténation de 1, 2 avec lui-même. Ok ? Donc il faut éviter que le mot que j'ai là s'écrive comme concaténation
de 2 mêmes mots, ou de 3 mêmes mots, ou de 4 mêmes mots, etc. Donc que ça s'écrive comme puissance d'un mot plus petit, si on veut. Donc là, c'est pas le cas, il est bien primitif. Et bien, sous ces deux conditions, le mot que j'ai est un mot parfaitement amassant. Donc c'était la définition de ce qu'est un mot parfaitement amassant. Bon ben voilà, donc là je vous ai fait un rappel en quelques instants, en quelques minutes de ce que j'ai raconté dans l'épisode 1. Bien sûr, je vais pas refaire tous les détails de l'épisode 1. Le but est d'avancer et donc de vous présenter ce qu'est cette transformation de Gessel-Rothenauer. Et comme je l'ai fait pour Burroughs-Wheeler, je vais vous présenter cette transformation à travers un exemple. Alors, je vais effacer. Par contre, je vais garder W1 parce que ça va être utile pour la suite. Ok. Alors la transformation de Gessel-Rothenauer peut se définir sur n'importe quel mot de mon alphabet. Ok. Donc je vais prendre un mot, n'importe lequel, en disant 4, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, je vais mettre encore une lettre, disons 4. Voilà. Ok, donc je considère ce mot-là. Et donc je le rappelle, cette transformée va pouvoir se faire sur n'importe quel mot. Et donc il va y avoir 4 étapes à faire avant d'arriver à la transformée de Gessel-Rothenauer. La première étape, ça va être de déterminer ce qu'on appelle la permutation standard de W. On peut noter STW et que je noterai également taux pour simplifier. Alors c'est quoi la permutation standard? Eh bien en fait, bon là j'ai combien de lettres? Là j'en ai 10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder en mémoire la position des lettres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ce que je vais faire, c'est que... alors je me permets de faire un rappel très rapide aussi, c'est que qu'est-ce que c'est une permutation? Une permutation, c'est une bijection de un n vers un n. D'accord? Et donc c'est ce que je vais construire ici. Je vais construire une bijection qui va de 1, 10 vers 1, 10. Et pour construire cette bijection, donc, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire le mot de gauche à droite. Et dans un premier temps, donc je vais imaginer que j'ai un sac avec tous mes nombres, là, de 1 jusqu'à 10, qu'il va falloir distribuer ici. Et en lisant de gauche à droite, je repère la première lettre la plus petite que je lis en lisant le mot de gauche à droite. Ok? Et puis une fois que je l'aurai lu entièrement, en ayant fait le tour de toutes les lettres qui apparaissaient étant la plus petite, et ben je vais recommencer la lecture de gauche à droite et je vais continuer à distribuer les nombres qui sont dans mon sac. Donc là je commence avec un sac plein où j'ai tous les nombres de 1 jusqu'à 10. Et je commence. Donc 4 c'est pas le plus petit, 3 c'est pas le plus petit, ici le plus petit c'est 1. Donc voilà, je suis arrivé à la première lettre. Je sors de mon sac, le plus petit chiffre que j'ai dans mon sac c'est 1. Ok? Puis l'étape d'après, là je lis à nouveau un 1, donc je sors de mon sac le 2. Je continue, 2 c'est pas le plus petit, 3 c'est pas le plus petit, là c'est 1, 3. Très bien. Puis je continue, je termine, il n'y a plus de 1. Je recommence, et cette fois-ci je repère les 2. Alors là j'en ai un ici, donc je sors le 4 de mon sac. J'en ai un ici, 5, 6. Puis après j'ai fini, je refais le tour avec les 3. Donc 6, 7, 8, comme ceci. Et puis enfin, 9, 10 pour 4. Et voilà ma permutation. À 1 j'associe 9, à 2 j'associe 7, et ainsi de suite. Donc voilà ma permutation taux. Et c'est comme ça qu'on calcule donc cette permutation standard de W. Un procédé algorithmique pas si méchant que ça en tout cas à employer. La deuxième étape c'est de décomposer taux en produit de cycle disjoint. Alors c'est quoi ce truc? Eh bien, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent peut-être pas ou qui s'en souviennent pas en tout cas, qu'une permutation peut se découper en produit de cycle. Alors c'est quoi un cycle? Un cycle c'est juste fait de... C'est une permutation qui a le bon goût de vérifier la chose suivante. L'image de
un élément c'est un autre élément, un autre élément, un autre élément, puis au bout d'un moment, en faisant un calcul d'image successif, au bout d'un moment, on revient au nombre de départ qu'on avait choisi. Okay, c'est ça un cycle. D'accord? Et donc là, ce que j'affirme, c'est que n'importe quelle permutation se décompose en cycle disjoint. C'est même un exercice plus ou moins classique de classe préparatoire. Pas très, en soi, pas très difficile. Je ne vais pas en parler ici de preuves ou quoi que ce soit, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est plutôt sympa comme truc. Et pour faire ce découpage en cycle disjoint, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante, et ça peut être aussi une manière de faire la preuve. On va faire la manière suivante, on va prendre d'abord le plus petit nombre qu'on n'a pas pris dans l'affaire, donc ici c'est 1, puisqu'on n'a rien fait encore, donc on commence avec 1, puis après ce que je fais, c'est que je calcule les images successives de 1 par taux. Donc l'image de 1 c'est 9, l'image de 9 c'est 6, l'image de 6 c'est 8, l'image de 8 c'est 5, l'image de 5 c'est 4, l'image de 4 c'est 2, l'image de 2 c'est 7, l'image de 7 c'est 3, oui 3 il n'est pas encore là, et l'image de 3 c'est 1, terminé. Voilà, donc là j'ai un long cycle qui apparaît, très bien. Et vous remarquerez que je n'ai pas fait tout le monde, il y a 10, l'image de 10 c'est 10. Voilà, donc une fois que j'ai fait le tour d'un premier cycle où il y avait 1, et ben, je garde ce cycle-là, et après je regarde le plus petit nombre que je n'ai pas parcouru dans les précédents cycles que j'avais obtenus. Donc là, ici, le plus petit nombre, ici j'avais quasiment tous les, je crois bien que j'ai eu tous les nombres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà c'est ça. Donc j'ai bien tous les nombres, mais il me manque 10, donc du coup il faut que je recommence avec 10, mais 10, l'image de 10 c'est lui-même. Donc je me retrouve avec ce résultat-là. Très bien. Donc là, je viens de décomposer taux en produit de cycle disjoint. Donc cycle disjoint, ça veut dire que les supports, donc les chiffres que je prends dans chacun des cycles, sont distincts. Okay, et ce qui est bien, c'est que donc, cette décomposition est unique, et en plus, ça se joue à permutation près, exactement comme dire qu'un entier peut s'écrire comme produit de nombres premiers, et les nombres premiers, on peut les placer à commutativité près, donc on peut les permuter, il n'y a aucun problème. Donc voilà le résultat. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est calculer taux moins 1. Donc on calcule l'inverse. Alors le calcul de l'inverse, là je vais l'écrire en bleu, vous allez très vite comprendre pourquoi. En fait, la dernière étape, ça va être d'essayer de retrouver un mot à partir de ce que je vais écrire là pour la permutation. Alors ce qui est génial, c'est que quand on a décomposé en cycle, calculer l'inverse d'un cycle, c'est très facile, il suffit de lire le cycle dans le sens inverse. L'image de 1, ça va être 3, l'image de 3 c'est 7, l'image de 7 c'est 2, et ainsi de suite. Donc 1, 3, 7, 2, 4, 5, 8, 6, 9. Et puis l'image de 10, ça reste 10. Donc rien à faire. Ok? Donc voilà, donc ça c'est bien. Donc là je viens de calculer taux moins 1. Et maintenant, la dernière étape, c'est en effet associer à chaque nombre bleu, je vais préciser juste bleu, la lettre correspondante. Ok, alors là la question qu'on peut se poser, c'est comment on va enregistrer le résultat. Alors bon, pour l'instant je vais écrire ça avec des parenthèses. Et donc la lettre 1 correspond, donc le chiffre 1 correspond à la lettre 1, donc j'ai 1. Le chiffre 3 correspond à la lettre 1, donc j'ai encore 1. Le chiffre 7, donc 7 c'est le chiffre, c'est la lettre 3. Ensuite 2 c'est la lettre 1. 4 c'est... non pas c'est là, c'est pas là, c'est 4 c'est 2. Okay. 5 c'est 2. 6, non pas 6, 8 d'abord, 8 c'est 3. 6 c'est 2. Et 9 c'est 4. Et puis 10 c'est 4, tout seul. Voilà. Bon, la donnée, on va l'enregistrer sous la forme d'un ensemble. Mais je vais préciser un petit peu plus, parce que ça ne va pas être juste un ensemble, ça va être un multi-ensemble. Mais je vais expliquer après, dans quelques instants, ce que j'entends par multi-ensemble. Donc le résultat, je vais l'enregistrer comme ça, comme un multi-ensemble, comme un ensemble, si vous voulez pour l'instant, comme un ensemble de ces choses-là, et que je l'ai noté entre parenthèses, donc des mots mis entre parenthèses, des mots obtenus à partir de toute cette chose. Et donc c'est ça, calculer et la transformer de Gessel-Rothenauer. Ouais, alors
maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que signifient ces parentésages? Eh bien, si vous regardez de plus près, je vous rappelle qu'un cycle, vous pouvez le lire dans l'ordre que vous voulez. Hein. On aurait pu commencer avec 3 à l'image de 7, enfin l'image de 3 c'est 7, l'image de 7 c'est 2, etc. etc. J'aurais pu ne pas choisir de commencer par 1. Je peux commencer par 3. Si je commence par 3, le mot que j'obtiens ici c'est 1, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 1. Donc c'est-à-dire que je viens d'obtenir un conjugué cyclique. Ah, et donc ça veut dire qu'en fait cette parenthèse signifie que je prends la classe de conjugaison du mot en termes de conjugaison cyclique. Donc à partir de maintenant, on va noter entre parenthèses W la classe de conjugaison de W. Donc voilà, en fait ça, phi de W me donne un multiset, un ensemble de classe de conjugaison de mots en fait. Donc j'allais dire de mots, mais je ne vais pas prendre juste le mot, je prends la classe de conjugaison du mot. Donc voilà, ok, c'est ça que fait phi de W. Alors maintenant, plusieurs questions se posent. La première, c'est pourquoi je vous parle de multiset. Alors je vais vous expliquer dans un instant ce que j'entends par multiset. Je n'ai pas besoin de garder en mémoire ça. Alors ce que j'entends par multiset, c'est qu'en fait je vais garder en mémoire les différentes copies d'un ensemble qui pourrait apparaître plusieurs fois, enfin d'une classe de conjugaison qui pourrait apparaître plusieurs fois dans mon ensemble. Et donc je vais faire un exemple très évident. Si je prends W qui est 1, 1, 1, ok. Bon, si je fais la permutation standard, taux ou ST de W, c'est l'identité, donc c'est taux moins 1, taux égale taux moins 1, c'est de manière assez évidente. Hein. Et puis là, la décomposition en cycle, c'est 1, 2, 3. Et donc ça veut dire que phi de W, c'est donc, ici ça va être 1, 1, 1. Et donc ça, cet ensemble-là, je ne vais pas dire que c'est égal à l'ensemble. Juste 1 comme ça. Ok? Donc c'est ça que j'entends par multi-ensemble. Donc c'est un ensemble, hein, c'est toujours un ensemble d'éléments, je ne compte pas l'ordre, ok? Mais ce qui est important, c'est que je vais garder en mémoire les différentes copies qui peuvent apparaître. Donc c'est pas la même chose qu'un ensemble. Un ensemble, normalement, je ne garde pas les copies qui apparaissent. Si j'ai 2 fois le même élément, l'ensemble garde juste l'élément en question, il ne va pas garder les différentes copies. Ici, je garde les différentes copies. D'accord? Donc c'est ça que j'entends ici. Donc on voit que phi de W, donc phi, c'est ça qu'on appelle la transformée. Déjà je vais l'écrire. Transformée de Gessel-Rothenauer. Ok. Et donc vous remarquerez qu'à un mot donc W, j'associe un multiset. Donc un multiset de mots, enfin de classe de conjugaison de mots plutôt. De classe de conjugaison de mots. Donc voilà ce que fait phi. Très bien. Bon. Voilà, là j'ai fait quelques exemples, j'en ai fait 2 en fait là pour l'instant, assez évidents. Maintenant j'aimerais faire un autre exemple, et là ça va montrer aussi l'importance, et j'espère vous avoir fait bien comprendre comment ça marche la transformée de Burrows-Wheeler. Vous allez voir que cette transformée de Gessel-Rothenauer a un lien avec cette transformée de Burrows-Wheeler. Donc je vous rappelle que la transformée de Burrows-Wheeler, là je vais en avoir besoin de ce mot, et c'est pour ça que je l'ai gardé ici. C'est pour pouvoir apprécier ce qui va se passer maintenant. C'était 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1. Bon, je vais refaire les étapes sur ce mot. Donc première étape, je détermine 4, 5, 6, 7, 8, 9, la permutation standard. Donc la permutation standard ici est assez évidente. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà ce que c'est mon taux ici. On va transformer ma
ma permutation standard, pardon. Donc la permutation standard, c'est bon. Maintenant, je décompose en cycle. Taux, c'est égal à l'image de 1, c'est 8. L'image de 8, c'est 2. L'image de 2, c'est 9. L'image de 9, c'est 3. L'image de 3, c'est 6. L'image de 6, c'est 5. L'image de 5, c'est 4. L'image de 4, c'est 7. L'image de 7, c'est 1. Terminé. Et vous pouvez remarquer que j'ai fait le tour de tous les chiffres cette fois-ci. D'accord? Donc vous pouvez remarquer que j'ai fait le tour de tous les chiffres qui apparaissaient de 1 jusqu'à 9. Donc ça veut dire que ce qui est intéressant ici, c'est que le taux me donne qu'un seul cycle. Un triangle. D'accord? Et bon, bah, vous verrez que c'est pas tout à fait pour rien. Ensuite, troisième étape, je calcule taux moins 1. En tout cas, je vais vous annoncer quelque chose qui fait que ça, c'est pas pour rien qu'on n'a qu'un seul cycle. Donc taux moins 1, là j'ai un cycle, donc c'est facile de donner l'inverse. 1, 7, 4, 5, 6, 3, 9, 2, 8. Voilà. Et donc encore une fois, quatrième étape, je donne la classe de conjugaison du mot que j'obtiens en replaçant. Donc là, le 1 bleu, c'était quelle lettre, etc., etc. Alors du coup, phi de BW de W1, j'obtiens la chose suivante. 1, c'est la lettre 1. 7, c'était la lettre 3. 4, c'était la lettre 2. 5, c'était la lettre 2. Ensuite, 6, c'était la lettre 3. 3, c'était la lettre 1. 9, c'était la lettre 4. 2, c'était la lettre 1. Et enfin, 8, c'est la lettre 4. Donc j'obtiens la classe de conjugaison de ce mot-là. Et si vous regardez d'un petit peu plus près, ce mot-là, par rapport à ce mot-là, eh ben, ils sont dans la même classe de conjugaison. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir, hein, donc si j'essaie de relire le mot W1 dans ce mot ici, j'ai ici 1, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4. Voilà, il manque le dernier 4. Voilà, donc là en fait le mot que je viens le résultat que je viens d'obtenir, c'est le multiset juste formé d'un seul ensemble, qui est ici la classe de conjugaison de W1. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que grâce à Gessel-Rothenauer, grâce à cette transformation, j'ai été capable de retrouver le mot W1 par lequel j'étais parti. Alors certes, à une classe de conjugaison près. Mais je vous rappelle que ça c'était quelque chose qui est assez évident aussi à voir, c'est que si j'ai W et X deux mots dans mon alphabet, tel que X est dans la classe de conjugaison de W, ou plus, on peut dire que la classe de X est la même que la classe de W, alors, et ben B, la transformée de Burroughs-Wheeler de X, c'est la même que la transformée de Burroughs-Wheeler de W. Bah oui, parce que quand vous prenez le mot, le principe est de déterminer tous les mots dans la même classe de conjugaison et de les ordonner dans l'ordre lexicographique. Ce résultat, ce tableau que je dessinais, j'obtiendrai le même tableau si je pars avec X ou si je pars avec W. Autrement dit, je vais avoir le même tableau si je pars avec ce mot que si je pars avec ce mot. C'est assez évident. S'ils sont dans la même classe de conjugaison, c'est assez évident. Et donc, ce qui est génial, c'est que grâce à cette transformée de Gessel-Rothenauer, j'ai été capable de retrouver le mot de départ à conjugaison près. Donc il faut bien comprendre qu'à conjugaison près, ça aurait été compliqué de retrouver le mot exact. Hein, d'accord? Donc, voilà. Donc finalement, phi est une espèce d'inverse de la transformée de Burroughs-Wheeler. Quand même pas mal comme truc. Ok. Alors après, on pourrait se poser des questions sur phi, hein, on pourrait aller un peu plus loin, on pourrait se poser la question, est-ce que les uplets que j'obtiens, là, sont des mots parfaitement abassants? D'accord? Alors c'est un peu dommage d'effacer l'exemple que je venais de faire, mais je vous affirme que non, c'est pas toujours vrai. Donc c'est pas toujours vrai, et donc bon, on peut peut-être, hop, je sais pas qu'on va y arriver, mais on peut peut-être essayer de se donner un petit exemple. Bon, je pense pas que ça va marcher en essayant de se donner un petit exemple, mais on peut essayer. Donc si j'essaye un autre exemple, donc si j'essaye W égale, alors par exemple, disons 1, 4, 3, 1, 2, 3, je sais pas, voilà, disons un truc un petit peu
Voilà, donc du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors encore une fois, donc là je vais avoir 1, là je vais avoir 2, là je vais avoir 3, là je vais avoir 4, 5, 6. Ok, donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, alors c'est pas... on va voir ce que ça donne. Donc ce que j'obtiens c'est du coup taux, si je l'écris en cycle, j'ai l'image de 1 c'est 1, d'accord, l'image de 2 c'est 3, l'image de 2 c'est 6, l'image de 6 c'est 5, l'image de 5 c'est 3, l'image de 3 c'est 4, l'image de 4 c'est 2. Voilà. Donc, voilà le cycle que j'obtiens, je calcule taux moins 1, j'obtiens 1, et puis j'obtiens donc 2, 4, 3, 5, 6. Ok, et puis maintenant, vous voyez, on peut aller de plus en plus vite, hein, une fois qu'on a compris comment ça marche. Donc si je fais maintenant phi de W, j'obtiens 1, ça correspond à la lettre, donc au mot juste, donc le chiffre 1 en bleu correspond à la lettre 1, et puis, donc là maintenant, 2 ça correspond à 1, 4 ça correspond à 3, ensuite, donc 4 ça correspond à 3, 3 ça correspond à 2, 5 ça correspond à 3, 6 ça correspond à 4. Bon, puis avec la chance que j'ai, est-ce que ça c'est un mot parfaitement amassant? Je ne pense pas. On va voir ça tout de suite. Donc si maintenant je fais la Burrows-Wheeler, si je veux faire maintenant le Burrows-Wheeler du mot 1, 3, 2, 3, 4, voir un petit peu ce que ça donne. Donc le plus petit est déjà écrit, donc 1, 3, 2, 3, 4. Ensuite j'ai 2, 3, 4. Donc 2, 3, 4. 1, 3. Ensuite, j'ai 3, 4. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est 3, 2, pardon. Donc d'abord, il y a 3, 2. Alors 3, 2. Oui, c'est ça. Donc 3, 2, 3 du coup. 4, 1. Bon, oui, c'est bon, c'est pas... Donc ça marche. Ensuite, j'ai 3, 4, 1, 3, 2. Et enfin, donc il me manque 4, 4. Donc je vais faire juste le calcul jusqu'au bout. 1, 3, 2, 3, si j'ai pas fait de bêtises. Ah, il y avait 5 lettres, donc il y a bien 5 conjugaisons, c'est bon. Donc voilà, et vous pouvez voir qu'en effet, la transformée de Burrows-Wheeler de ce mot, bah, ça nous donne 4, 3, 1, 2, 3, et donc bah, c'est pas un mot parfaitement amassant. Voilà. Donc voilà, sur un petit exemple, finalement, bon, j'avais un peu peur que sur un petit exemple, on n'y arrivait pas. Finalement, on y arrive. Donc voilà, donc si je prends un petit exemple, on voit qu'on ne peut pas retomber sur un mot parfaitement amassant. Bon, voilà. Un autre truc intéressant, alors là, par contre, je vais peut-être pas le... je sais pas... Parce que bon, là, j'ai pas un super exemple, mais... ce que j'affirme, c'est qu'en fait, la transformée de Burrows-Wheeler est une fonction qui va être bijective. Ça paraît peut-être dingue, mais ça va être une fonction bijective. Ça va être une fonction bijective. Et la question que vous pourriez maintenant vous poser, c'est comment j'obtiens le mot de départ. Alors bon, je vais le faire peut-être avec cet exemple, même si bon, cet exemple est un peu petit, mais je vais essayer de le faire avec cet exemple pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors comment on fait? Bah en fait, pour faire la fonction inverse, c'est un peu comme Burrows-Wheeler, sauf que cette fois-ci, je vais travailler avec des mots de longueur différente. Ok? Et donc, bah, avec des mots de longueur différente, ce qui se passe, c'est que des fois, on a un peu de mal à comparer les lettres qui apparaissent. Et donc, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter à l'infini les lettres du mot qui apparaît. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, 1, je vais le voir comme 1, 1, 1, 1, 1, 1 à l'infini. Et puis lui, je vais le voir comme 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 4, et ainsi de suite. L'idée, c'est que, bon, bah, en les répétant à l'infini, comme j'ai affaire à des mots primitifs, parce que c'est important quand même, le fait d'avoir affaire à des mots primitifs pour pouvoir faire les calculs, donc là, je pense qu'il y a quand même une question... non, c'est ces mots-là qui doivent être primitifs. Donc les mots qui apparaissent ici, par contre, vont être primitifs. Donc ça, je pense que ça va être important. Donc les mots qui apparaissent sont primitifs.
Peut-être que si c'est pas primitif, il n'y a peut-être pas trop de problème, mais quand même, je préfère le dire. Donc, on va ici supposer que les mots sont primitifs pour s'assurer. Mais je pense que si les mots sont pas primitifs, peut-être que ça pose pas de problème. Mais, enfin bref, je vais supposer qu'ils sont primitifs. Et ce que je vais faire, c'est donc que je vais ordonner de manière lexicographique, cette fois-ci, les mots que j'ai étendus à l'infini. Alors ici, ça ne changera pas grand-chose. Car maintenant, donc, si je fais le calcul, donc, ce que j'obtiens, c'est la chose suivante. J'obtiendrai 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois placer dans un tableau les mots de façon à ce que les dernières lettres, donc la dernière colonne correspond à la dernière lettre de chacun des mots. Donc là, bah, 1 c'est le plus petit de tout le monde, hein, puisque 1, 1, 1, 1 est bien plus petit que 1, 3, 2, etc. Donc j'ai ça, puis après je vais mettre le mot suivant, donc 4, 3, 2, 3, 1. Puis après je fais les permutations cycliques de ce mot, puisqu'il ne me reste que ça à ordonner. Donc après j'ai 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3. Ensuite j'ai donc 3, 2, 3, 4, 1. Ensuite j'ai, ça c'est fait. Ensuite j'ai 3, 4, donc 3, 4, 1, 3, 2. Et enfin, j'ai 4, donc 4, 1, 3, 2, 3. Et donc, comme je l'ai fait pour Burroughs-Wheeler, une fois qu'on a fait ça, eh bien on lit la dernière colonne. Et regardez bien, la dernière colonne me redonne bien en effet le mot W. C'est quand même dingue, hein? Donc oui, on peut retrouver le mot de W en faisant une espèce de Burroughs-Wheeler généralisé. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on pourrait appeler BW généralisé. Et donc en faisant un Burroughs-Wheeler généralisé, on est capable de retrouver le mot de départ en partant de ce mot-là. Je tiens quand même à signaler un truc, c'est que quand il y a des répétitions, il se peut très bien que l'ordre lexicographique ne correspond pas à l'ordre que je viens d'expliquer en disant qu'on étend le mot à l'infini, à une infinité de copies, et puis après on compare les lettres. Alors je vais essayer de faire un exemple pour vous montrer que l'ordre est en effet différent. Alors, je vais essayer de faire un exemple. Prenons par exemple, imaginons qu'on ait un multiset de la forme suivante, 1, 2, 1. Alors oui, voilà, j'ai la réponse. Donc en effet, primitif, c'est pas obligatoire. Hein. Pas obligatoire, peut-être. C'est pas obligatoire parce que, en fait, quand il y a plusieurs fois la même copie d'un mot, ce qui se passait, c'est qu'on mettait... Enfin, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais quand on a plusieurs fois la même copie du mot qui apparaît dans le multiset, bah, du coup, on met plusieurs fois la même copie du mot dans le processus. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, à un moment donné, on a 1 et un 1 qui doit apparaître, et ben on va mettre d'abord le 1, qui correspond donc à lui tout seul, puis après, on a un 1 qui va apparaître deux fois, puisque bon bah et donc du coup on pourra retrouver des mots parfaitement inversants comme ça. Bon bref, si vous n'avez pas tout compris à ce que je viens de dire, c'est pas grave, mais ce que je veux dire c'est que finalement primitif c'est pas obligatoire. Donc, alors je vais essayer de faire un exemple où la comparaison pose quelques soucis. Alors, par exemple si j'essaie ça. Voilà. Imaginons que j'ai ça et que je veux faire maintenant un Burroughs-Wheeler généralisé, je vais mettre un petit g pour dire que je généralise à ce truc-là. Ok? Bon, alors bah, là, si je veux commencer à comparer les mots, donc là, je vais regarder, j'ai 1, 1, 1, 2. Alors, d'abord, je vais le faire d'abord d'un côté. Donc, d'un côté, j'ai 1, 1, 2, 1, 2, 1, et puis 1, oups, 2, 1, 1. D'accord. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Vous remarquerez que les deux mots que je viens de donner sont des mots qui sont parfaitement amassants. Et comme je viens de l'expliquer, l'image d'un mot par la transformée de Gessel-Rothenauer ne donne pas nécessairement des mots, des classes de conjugaison de mots qui sont parfaitement amassants. On vient de le vérifier ici. Voilà, je prends des mots parfaitement amassants, c'est pas grave, mais ce que je veux vous montrer, c'est surtout la question de étendre les mots pour essayer de les comparer. Car ici, ça ne va pas donner du tout la même chose que l'ordre enfin ça ne va pas donner la même chose que l'ordre lexicographique. Alors, on va voir ce que ça donne ici. Donc,
Le plus petit mot qui apparaît, ça je pense que c'est assez évident puisque c'est le seul qui commence avec 3 1. Donc ça va être 1, 1, 1, 1, 1, 2. Donc ça c'est assez évident. Maintenant, alors là on voit qu'il y a un petit conflit qui apparaît, c'est ce mot-là par rapport à ce mot-là. Alors du coup j'étends. Alors si j'étends, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 1 ici. Et puis ici j'ai 1, 1, 1. Alors j'ai 1, 1, 2 ici. Voilà. Okay, donc là j'étends à l'infini, hein, mais il y a un moment donné, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Il y a un moment donné, je vais pouvoir comparer les mots. Okay, et là, là, je peux les comparer. Vous voyez que maintenant, là j'ai donc... oui, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Et vous voyez que la différence se fait ici. Et donc vous voyez que ce mot-là est plus grand, est plus petit que ce mot-là. Donc vous voyez que ça ne correspond pas à l'ordre lexicographique. Hein. Parce que l'ordre lexicographique, hein, quand on voit dans le dictionnaire, normalement ça devrait être lui qui apparaît avant lui. Mais vous voyez que là ça ne marche pas. D'accord? Donc c'est un petit peu contre-intuitif avec l'ordre lexicographique. Donc là, je vais avoir ce mot-là qui apparaît avant. 1, 1, 2, 1. Donc j'ai ce mot-là qui apparaît avant. Ok, ensuite, là, j'ai pas d'autre choix, il n'y a que ce mot-là qui commence par 1, 1. Donc, il y a ce mot-là qui va apparaître avant. Donc j'ai 1, 1, 2. Encore une fois, je fais coïncider les dernières lettres. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, maintenant, 1, 2, 1, là aussi j'ai 1, 2, 1, donc pareil, je vais étendre. Donc j'ai 1, ensuite j'ai 1, 2, et là je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ici je mets 1, et vous voyez, si je regarde la 5e lettre, encore une fois, les deux mots, donc ce mot-là est plus petit que ce mot-là, ce qui est encore une fois contre-intuitif avec l'ordre lexicographique. Hein. Donc là je vais mettre d'abord 1, 2, 1, 1, et ensuite je vais mettre 1, 2, 1. Donc voilà, ces deux-là sont faits. Et puis enfin, le dernier, encore une fois, il y a ça. A priori, je ne peux pas trop les comparer, donc je suis obligé d'en étendre au moins un des deux, et si j'étends celui-là, tout de suite, je vois sur la 4e lettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est ce mot-là qui va apparaître avant ce mot-là. Encore une fois, c'est contre-intuitif avec l'ordre lexicographique. Donc là, j'ai 2, 1, 1, 1, qui apparaît donc avant 2, 1, 1. Voilà, donc voilà comment marche la transformée de Burroughs-Wheeler généralisée, hein, là sur cet exemple, ok. Et comme je vous ai montré, c'est vraiment pas tout à fait comme l'ordre lexicographique. On fait un ordre lexicographique, mais sur une répétition infinie du mot. D'accord? Donc en gros, on répète le mot suffisamment de fois pour qu'on puisse comparer les deux mots, si en effet les deux mots ne sont pas primitifs. S'ils sont primitifs, bon, peut-être qu'on va avoir des difficultés. Bon, a priori, je pense qu'il n'y a pas à avoir de difficultés, mais il pourrait y avoir peut-être des difficultés, parce que je n'ai pas pensé avant, mais s'il y avait des mots différents, primitifs, qui finalement, si on fait plusieurs copies, ça donne la même chose. Bon, je pense que dans le fond, ça ne changerait rien, mais... Enfin bref. Bon, ça sera à vérifier. Bref, donc voilà, alors là, le mot que j'obtiens est le mot suivant. Donc ça serait le mot 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Donc ça serait donc le Burroughs-Wheeler généralisé de cette chose. Et donc pour vous montrer que je n'ai pas fait de bêtises, je vais refaire le calcul de sa transformée. Donc j'efface. Je vais maintenant faire le calcul de sa transformée de Gessel-Rothenauer. Ici je fais la transformée de Gessel-Rothenauer, encore une fois je recommence. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, encore une fois, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je découpe en... Donc là, j'ai fait la première étape. Deuxième étape, je découpe en cycle. Donc l'image de 1, c'est 6. L'image de 6, c'est 4. L'image de 4, c'est 2. L'image de 2, c'est 1. Terminé. Et l'autre. Donc l'autre. Alors 1, 2, 3. 3, je ne l'ai pas. Donc 3. L'image de 3, c'est 7. L'image de 7... l'image de 7 c'est 5, l'image de 5 c'est 3, terminé. Et là j'ai tout le monde, ok. Maintenant je calcule l'inverse, taux moins 1. Taux moins 1 c'est donc 1, 2, 4, 6, avec 3, 5, 7. Et maintenant je donne phi de... Donc ça c'était troisième étape. Quatrième étape, maintenant je donne phi du mot que j'ai ici, que je vais appeler W. Donc phi de W, ça sera donc... Alors 1 ça correspond à 1, 2 ça correspond à 1, 4, ça correspond à 1, et 6, ça correspond à 2, et ce avec 3, ça correspondait à 1,
5 ça correspond à 1, et 7 ça correspond à 2. Et donc vous remarquerez que les mots que je viens d'obtenir, le multiset que je viens d'obtenir est le même que le multiset que j'avais au départ. D'accord, encore une fois, donc 1, 1, 2, 1, 1, 2, encore une fois, conjugaison près, puis ici 1, 1, 1, 1, 2, pareil, à conjugaison près, ça marche. Voilà, donc c'est pas mal hein, quand même. Alors j'aimerais juste peut-être terminer sur deux trucs. La deuxième chose que j'aimerais dire, donc là, vous voyez cette transformée de Gesell-Rothenauer, je vais peut-être pas donner une définition plus propre que ça, puisque bon là, vous avez vu différentes façons, sur différents exemples l'application de cette transformée de Gesell-Rothenauer, donc j'espère avoir réussi à être le plus clair possible sur comment ça marche, cette transformée de Gesell-Rothenauer. Maintenant, j'aimerais juste donner deux trucs. Un, par rapport d'abord à la transformée de Gesell-Rothenauer, et le deuxième truc que j'aimerais donner, c'est plus pour la suite, ce qui va être notre prochain épisode. Alors le premier truc que j'aimerais dire, c'est ce qu'on peut appeler un théorème, peut-être plutôt une proposition, mais bon là ici je vais l'énoncer comme théorème. Le théorème que je vais énoncer, c'est le suivant: si W est à ces lettres plutôt, à ces lettres placées dans l'ordre décroissant, alors, eh bien, phi de W, alors, phi de W n'est formé que de classes de conjugaison de mots parfaitement amassants. Ok, donc là ce que je suis en train de dire, c'est que si vous partez d'un mot juste comme je l'ai fait tout à l'heure, hein, si vous partez de 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, ce qu'on affirme, c'est que phi de W va s'écrire peut-être comme un multiset de plusieurs mots, de plusieurs classes de conjugaison, mais les mots qui seront en jeu seront MPA. Ce sont tous des mots parfaitement amassants. C'est quand même pas mal ça. Un autre truc aussi que j'aimerais annoncer, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais un autre truc que j'aimerais annoncer, je vous ai dit que phi est une bijection. Si phi est une bijection, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si vous me donnez un certain nombre de lettres, donc le nombre de fois que vous voulez mettre un 4 par exemple, le nombre de fois que vous voulez mettre un 3, le nombre de fois que vous voulez mettre un 2, et le nombre de fois que vous voulez mettre un 1, eh bien il existe il existe au plus, je vais dire au plus, il existe au plus un mot parfaitement amassant à conjugaison près. Il existe au plus. Puisque comme je viens de l'expliquer, ce qui pourrait arriver en faisant des calculs, c'est qu'on se retrouve avec plusieurs classes de conjugaison, et pas une seule classe de conjugaison, de mots parfaitement amassants. Je vais faire un tout petit exemple pour vous en persuader, parce que là pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas vu d'exemple où, si je prends des nombres décroissants, on n'obtient pas un seul mot parfaitement amassant. Alors je vais faire juste un petit exemple de ça, quand même. Je pense que ce sera pas mal. Donc, si je prends cette fois-ci comme mot 3, 2, 1, par exemple, si je prends 3, 2, 1, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on refait le calcul, hein, donc on va avoir 1, 2, 3 qui va être envoyé vers 3, 2, 1. Donc ça veut dire que taux s'écrit comme 1, 3, 2 en cycle. Donc ça c'est la même chose que taux moins 1. Ça c'est clair parce que la transposition ça change rien. Et du coup, eh bien, vous voyez que comme là il y a deux cycles, hein, c'est pour ça que j'ai dit que c'était important le fait qu'il n'y a qu'un seul cycle. Quand il n'y a qu'un seul cycle, ça veut dire qu'il n'y a vraiment qu'un seul mot parfaitement amassant, et donc on peut vraiment faire la bijection entre ce que donne la transformée de Burrows-Wheeler initiale et la transformée de Gesell-Rothenauer. Là, ici, ça marche moins bien, puisque là, du coup, je me retrouve avec donc 1
1 c'était 3, et qu'est-ce que je... Non, 1 c'était 1, pardon. Donc 1 c'était 1, 3 c'était 3, et puis 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce résultat? Ça veut dire qu'il n'existe pas de mot parfaitement amassant qui donnerait le résultat 3, 2, 1. De mots parfaitement amassant. W tel que BW de W égale 3 de 1. Ok? Donc c'est quand même un résultat, enfin c'est quand même assez intriguant. Et donc oui, c'est ce que j'ai affirmé. Donc ça par contre c'est quand même un point très important, ça aussi. Je vais vraiment aussi énoncer comme théorème. C'est que si on donne, comme je viens de l'énoncer, il existe au plus un seul mot MPA, mot parfaitement amassant, tel que eh bien, le nombre d'occurrences de la lettre I est égal à AI, et sachant que les AI sont fixés. Et donc un seul mot à conjugaison près, bien sûr. Conjugaison près. Et ça c'est dû à cette histoire de Gessel-Rothenauer que vous venez de voir, là, que je viens de vous expliquer. Alors maintenant, je vais ouvrir sur l'épisode suivant. L'épisode suivant, eh bien, on va voir une façon très imagée du type de voir cette transformée de Gessel-Rothenauer, ou de voir cette transformée de Gessel-Rothenauer. On va voir une façon très imagée, vraiment un truc très combinatoire, très simple à comprendre, parce que bon, ici, c'est vrai que c'est toute une machinerie qui est peut-être pas si évidente à mettre en place et qui a priori n'est pas si simple, d'accord. Je pense que j'espère vous avoir quand même permis de bien comprendre comment marche cette transformée de Gessel-Rothenauer, mais bon, je peux comprendre que ça reste encore assez compliqué. Eh bien, le prochain épisode aura pour but de vous illustrer cette transformation de Gessel-Rothenauer grâce à un autre objet combinatoire très simple. Et cet objet combinatoire très simple, c'est ce qu'on appelle, et donc c'est mon teaser pour l'épisode suivant, c'est ce qu'on appelle les méandres. Et donc pour l'épisode suivant, on va parler des méandres. Donc qu'est-ce que sont ces méandres, etc. Et puis ensuite, on verra le lien entre les méandres et les mots parfaitement amassants. Je pourrais vous sortir 2-3 trucs assez intéressants sur les méandres qui peuvent être encore des questions ouvertes, donc c'est-à-dire des questions sur lesquelles on n'a pas encore de réponse, qu'aucun mathématicien n'a encore vraiment la réponse, et qui pourtant s'énoncent de manière très élémentaire. Et donc voilà, donc j'aimerais vous parler maintenant de méandres, et ça sera donc, enfin pas maintenant, mais en tout cas j'aimerais vous parler de méandres pour le prochain épisode. Donc voilà, alors j'aimerais aussi juste énoncer, parce que j'avais dit que je donnerais les noms des personnes avec qui je travaillerai au fur et à mesure des exposés, hein, avec qui je travaille sur ce projet. Eh bien l'une des personnes qui travaille, avec qui je travaille sur ce projet, sur ce lien et sur l'article qui va s'en venir, c'est Rothenauer. Donc Christophe Rothenauer, qui est en fait un professeur du LACIM, du laboratoire d'ici de Montréal, et donc suite à quelques discussions entre mon encadrant et puis d'autres choses, puisque mon encadrant également fait partie des personnes qui travaillent aussi sur ce projet, voilà, on a travaillé ensemble et donc il fait partie des collaborateurs là-dessus. Donc il nous a amené notamment ces choses-là par rapport à cette transformée de Gessel-Rothenauer et toute autre chose voilà, très intéressante sur les combinatoires des mots, puisque c'est justement sa spécialité, la combinatoire des mots. Bon voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire pour ce point recherche. Donc comme d'habitude, si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre. Si vous pensez qu'il y a d'autres camarades qui peuvent être intéressés par les vidéos de la chaîne, soit cette vidéo en particulier, soit d'autres vidéos de la chaîne,
c'est toujours agréable d'avoir de nouvelles personnes. On a dépassé les 900 abonnés quand même, c'est pas rien, on va bientôt arriver aux 1000, c'est un truc de fou, j'aurais jamais cru ça au début. Et donc bah, encore une fois, merci pour l'intérêt que vous portez à cette chaîne, ça fait assez plaisir. Donc voilà. Et puis bah, voilà, bah, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et bah, je vous retrouve pas la semaine prochaine. Mais bon, je vous retrouverai dans 2 semaines, pour maintenant, pour le prochain numéro du petit exo de colle. Je pense que je ferai un petit exo de colle pour la fois prochaine, puisque j'ai pas mal de petites idées qu'il va falloir que je vous propose. Mais enfin bref. Donc sur ce, je vous retrouve dans 2 semaines. Bonnes vacances de la Toussaint, parce que je crois que ça va être les vacances de la Toussaint en France, d'ici demain soir, donc vendredi. Donc voilà, et voilà, je m'éternise, je ne devrais pas. Sur ce, à très bientôt et à dans 2 semaines. Salut à tous!